Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par l'Académie UPV, consacrée aujourd'hui aux obligations et à la solidarité financière du donneur d'ordre. Alors que vous soyez une personne physique ou morale, si vous êtes donneur d'ordre et que vous avez recours à des co-contractants, sous-traitants, prestataires de services, freelance, un certain nombre d'obligations vous incombent. Leur non-respect vous expose à des risques financiers significatifs. Alors ce matin, nous allons aborder l'obligation de vigilance en matière de travail dissimulé. Il s'agira notamment d'aborder les formalités obligatoires à réaliser avant le démarrage de la prestation, mais aussi les incidences en cas de manquement à l'obligation de vigilance et l'obligation de diligence. Le donneur d'ordre est informé par l'URSSAF du manquement d'un sous-traitant. Dans ce cas, que doit-on faire? Alors, pour aborder ce sujet complexe, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Isidore, désormais dirigeant de MI Conseil. Je le remercie d'avance pour son intervention. Il va nous présenter ses différentes obligations pour le donneur d'ordre, les moyens de se protéger et, si possible, de prévenir les risques. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions en ligne. Pour les questions qui seront un peu trop complexes, elles seront traitées hors votre conférence. Et dans tous les cas, les questions seront vues à la fin de l'intervention de Marc Isidore, à qui je passe la parole et que je remercie une nouvelle fois. À toi, Marc. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le voyez, j'ai commencé ma première diapo par la solidarité financière du donneur d'ordre. Ce qu'on va évoquer ensemble, c'est pour que on n'ait pas de solidarité financière en tant que chef d'entreprise. Donc, j'ai voulu volontairement afficher la solidarité financière parce que c'est le risque quand on ne fait pas ce que je vais vous expliquer. Donc, comment préserver son entreprise? Donc, je commence avec l'obligation de vigilance. Alors, vous savez, chaque fois que vous passez un marché avec un sous-traitant, donc un marché de plus de 5 000 € hors taxe sur l'année, attention, ça veut dire aussi que si vous avez plusieurs marchés, plusieurs contrats de moins de 5 000 €, mais que la totalité sur l'année dépasse les 5 000, vous êtes tenu à l'obligation de vigilance. Donc, c'est une lutte contre le travail illégal. Je le dis souvent, c'est l'affaire de tous. C'est aussi la contribution aux charges sociales qui permettent de financer notre protection sociale. Donc, comme là, ça concerne toutes ces entreprises, une prestation de service, un acte de commerce d'un montant supérieur à 5 000 €. Voilà. Donc, chaque fois que vous passez avec un sous-traitant, alors souvent, quand il y a des contrôles qui sont faits par les administrations ou l'URSSAF, eh bien, on va vous demander cette attestation de vigilance. Et cette obligation de vigilance est due pour toute personne qui, lorsqu'un contrat est signé, donc en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, cette attestation est obligatoire et elle est délivrée dès lors que la personne acquitte des cotisations. En fait, quand je dis ça vous protège, c'est que c'est à vous à réclamer cette attestation auprès de votre sous-traitant pour aller vérifier qu'il est bien en règle avec les charges sociales, l'URSSAF, et de vous protéger si jamais, sur un chantier par exemple, il utilise des salariés qui ne seraient pas déclarés. Donc ces attestations, il y a un décret qui fixe les montants et les règles, et bien sûr, le particulier n'a pas à être obligé de fournir ces attestations. Donc son conjoint, son partenaire, donc là, je rassure les particuliers, aucune obligation, même quand vous construisez votre maison avec... voilà, on pourra y revenir. Alors, l'obligation de vigilance, lorsque le contractant emploie des salariés, et c'est là le risque le plus fort, c'est quand il utilise des salariés, cette attestation doit être demandée systématiquement. La contestation des cotisations dues devant les juridictions ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Donc, elle ne peut être délivrée que la cotisation fait une verbalisation pour travail dissimulé au seul paiement ou à l'échéancier. Alors, ça veut dire quoi? Je vais expliquer. L'attestation de vigilance, donc vous la réclamez. Voilà, elle est là. Vous la réclamez à votre auto-entrepreneur s'il est seul, ou vous la réclamez à l'entreprise. Alors, l'entreprise qui emploie donc ses salariés, vous devez avoir sur l'attestation, donc que vous voyez à l'écran, vous devez avoir un code ici, c'est un algorithme qui vous permet d'avoir ce numéro d'attestation. Et cette attestation, vous la réclamez au début du contrat.
elle est valable 6 mois, mais vous la réclamez systématiquement. Alors, j'ai dans le passé conseillé à beaucoup d'entreprises de faire un dossier par sous-traitant, de réclamer une attestation de vigilance et le fait que la personne à cabis soit inscrite, donc de fournir un document permettant de prouver que l'entreprise est bien inscrite. Et commerce, artisanat ou profession libérale, mais moi j'allais plus loin, je préconisais de faire un dossier par sous-traitant et de fournir tous ces documents. Donc vous avez l'attestation que vous avez réclamée à votre sous-traitant qui mentionne donc ce numéro. Attention, il y a énormément de fausses attestations, donc avec des faux numéros, pas parce que on est dans du travail dissimulé parfois, donc soyez vigilants là-dessus. Et au verso de l'attestation, vous avez ici le nombre de salariés et le montant de la cotisation qui a été versée sur le mois dernier. Donc ça veut dire que je peux vérifier le nombre de salariés que l'entreprise a déclaré et je peux vérifier la masse salariale. On a déjà vu des attestations avec 1 000 € de masse salariale et 9 salariés. Donc là, vous pouvez déjà vous dire, il y a un vrai problème. Et ça vous permet de vérifier aussi que sur votre chantier, par exemple, qu'il y a 5 salariés qui ont été déclarés le mois dernier, mais vous en voyez 10 sur votre chantier. Donc vous pouvez être alerté, il y a peut-être un problème, sachant également qu'il y a de l'intérim qui ne figurerait pas sur cette attestation. Donc voilà, l'attestation, elle est bien précise. Cette attestation, réclamez-la systématiquement chaque fois que vous travaillez avec un sous-traitant. Et pour vérifier le numéro que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, vous allez sur le site de l'URSSAF et vous allez taper ici ce numéro de sécurité. Et ce numéro de sécurité va vous dire si c'est une vraie attestation et vous aurez le nom de la société. Ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a quand même des règles vis-à-vis de l'entreprise, mais vous verrez si cette attestation est bonne ou pas. Les entreprises, eh bien, vous allez voir sur cette attestation, je vous ai dit le nombre de salariés. Par contre, pour les auto-entrepreneurs, si vous travaillez avec des auto-entrepreneurs, il n'y aura pas marqué le montant du chiffre d'affaires. Parce que ça, c'est du secret professionnel, c'est entre l'auto-entrepreneur ou le travailleur indépendant et l'URSSAF, par exemple, on n'a pas à vous donner le montant de son chiffre d'affaires. Par contre, soyez attentifs, c'est souvent sur les attestations des auto-entrepreneurs où il y a peut-être des entreprises qui sont radiées, et à ce moment-là, il faut être vigilant. Alors, l'obligation de vigilance. La question de la périodicité. Alors, quand est-ce que je dois faire une attestation, quand est-ce que je dois la demander à mon sous-traitant? Alors, j'ai eu des demandes récemment d'un chef d'entreprise qui disait « mais je ne peux pas aller la chercher moi-même sans la demander à mon sous-traitant ». Non, aujourd'hui, la législation ne le permet pas. Peut-être à l'avenir, une plateforme qui permettrait d'aller sécuriser en fait l'attestation. Aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, c'est à vous à la réclamer, c'est à nous à la réclamer, et on la réclame tous les 6 mois, et elle est valable, donc, comme je vous disais, vous la demandez au moment où vous signez le contrat, et après, quand vous démarrez la collaboration. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi je demande l'obligation de vigilance et l'attestation de vigilance? Eh bien, parce que ça engage la solidarité financière du donneur d'ordre à payer des cotisations, à payer des pénalités, à payer des majorations de retard, à rembourser des aides publiques et des rémunérations dues par le contrevenant. Ça entraîne l'annulation de toutes les charges de réduction, c'est-à-dire que quand vous avez ex-loi Fillon ou la réduction bas salaire, eh bien, si jamais votre sous-traitant n'a pas payé ses charges ou n'a pas fourni l'attestation parce qu'il n'est pas à jour de ses cotisations ou parce qu'il y a du travail dissimulé, eh bien, à ce moment-là, c'est le donneur d'ordre qui va payer à sa place. Et on va déduire 75 000 € maximum pour une société, eh bien, de toutes ces réductions, bas salaire et autres. Donc ça engage vraiment la responsabilité du chef d'entreprise d'être au carré. C'est pour ça que là, moi, je vous fais cette petite présentation pour vous protéger. Et ça engage aussi le sous-traitant à être en règle vis-à-vis des cotisations sociales, par exemple, fiscales et autres.
Alors, ça engage aussi la responsabilité pénale du donneur d'ordre. Je reviendrai tout à l'heure sur le recours sciemment, je vous dirai ce que ça veut dire. Hein, le recours sciemment au service de celui qui exerce un travail illégal, c'est comment dire ça, une règle qui doit aussi s'appliquer aux entreprises. Et aux cotisations, bien sûr, s'ajoutent les annulations d'exonération, les majorations de retard de 40%, de 25%. Donc vous voyez les risques qu'on encourt lorsqu'on ne se préserve pas en ayant des sous-traitants et en vérifiant leurs cotisations. Alors souvent, on me disait dans une vie antérieure, on me disait, mais oui, monsieur Zidane, on fait le boulot d'une URSSAF, quoi, par exemple. Oui, c'est vrai, vous faites ce travail parce que la lutte contre le travail dissimulé, c'est l'affaire de tous et aussi de nous, les entreprises. Donc c'est pas un vain mot, c'est de dire je contribue à l'effort donc du financement de la protection sociale, donc je respecte ces règles et je demande aux entreprises sous-traitantes d'être à jour des cotisations parce que je risque moi de payer à sa place. Alors donc la solidarité financière, elle est engagée dans 3 cas. Lorsque le contractant, donc le client, le maître d'ouvrage, n'a pas satisfait à son obligation de vigilance, je viens de vous l'expliciter. Lorsque le contractant, client, maître d'ouvrage est définitivement condamné pour un délit de recours sciemment, je vais y venir, directement ou par personne interposée, ou lorsque le maître d'ouvrage ou donneur d'ordre, averti d'une situation de travail dissimulé, n'est pas intervenu pour y mettre fin, et c'est ce qu'on appelle l'obligation de diligence. Alors le recours sciemment, c'est quoi ? Le recours sciemment, c'est que je sais qu'une entreprise n'est pas à jour de ses cotisations et je l'emploie quand même. Ça veut dire que je vais passer un marché avec lui, je vais passer un contrat avec cette entreprise, alors que je sais pertinemment que cette entreprise emploie des salariés non déclarés, il y a des contentieux sur cette entreprise-là, donc c'est ça ce qu'on appelle le recours sciemment. Alors, je vous évoque ici, ça arrive très rarement, ne vous inquiétez pas, mais je voulais quand même vous énumérer les risques qu'on encourt lorsqu'on n'est pas vigilant. Vous voyez, voilà, risque de verbalisation de l'auteur sous-traitant, de travail dissimulé pour l'exécution d'un travail et du donneur d'ordre pour recours sciemment au travail dissimulé. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est assez rare, mais soyez vigilants. Enfin bon, le but ce matin, c'est franchement de faire de la prévention pour que vous ne soyez pas contraint de payer des charges sociales à la place d'une autre entreprise. Donc, en respectant ces règles-là, je peux vous assurer, vous n'aurez jamais de soucis. Et il y a un risque de condamnation du donneur d'ordre, prononcé par une juridiction pénale, qui serait devenue définitive. Alors, c'est le texte, hein, toute voie de recours épuisée. Alors, l'obligation de diligence, c'est quoi ? C'est-à-dire, je sais qu'il y a une situation de travail dissimulé au sein de l'entreprise, c'est-à-dire sous-traitante. Je sais que, je l'ai vu sur l'attestation de vigilance, j'ai vu en fait que il avait 3 salariés déclarés alors qu'il en a 8. À ce moment-là, eh bien, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, je suis averti d'une situation dissimulée, eh bien, je dois expressément faire cesser ou régulariser cette situation délictueuse. Donc, l'information préalable du maître d'ouvrage ou de donneur d'ordre sur une situation de travail dissimulé doit être constatée et effectuée par écrit. Donc, je fais un courrier recommandé, si je suis le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, à mon concontractant en lui enjoignant de faire cesser sans délai cette situation de travail dissimulé. Donc, vous voyez, pareil, hein, l'obligation de diligence, je vous l'ai indiqué ce matin, mais c'est assez rare que ça arrive aussi. Pareil, si je vous le dis, ça m'est arrivé dans une vie antérieure, et c'est pour ça que je tiens à vous le préciser. Donc, vous voyez, l'absence de réaction du maître d'ouvrage est pénalisée. Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, bien qu'averti, laisse perdurer la situation irrégulière. Donc, il y a des poursuites pénales qui peuvent se faire à l'encontre de donneurs d'ordre. Donc, voilà, cette situation, vous êtes dans une entreprise, vous êtes donneur d'ordre, vous voyez qu'il y a une entreprise qui n'a pas respecté ses obligations, à ce moment-là, faites cesser. Parce qu'il y a des contrôles,
que ce soit des contrôles de la dette, des contrôles de l'URSSAF, de la gendarmerie. S'il y a une situation de travail dissimulé, vous le saviez, voilà, vous pouvez encourir des peines qui seraient préjudiciables à l'entreprise. Alors, les conséquences du non-respect de l'obligation, voilà, paiement des cotisations du sous-traitant à la hauteur de la répartition du chiffre d'affaires entre donneurs d'ordre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a une entreprise qui a plusieurs donneurs d'ordre, on peut nous réclamer le montant de la cotisation au prorata du travail qui a été effectué avec ce sous-traitant. Mais dans tous les cas, vous payez à sa place. Donc, vérifiez bien les attestations et comme je vous disais tout à l'heure, l'annulation des exonérations du donneur d'ordre sur un plafond de 75 000 €. Alors, en résumé, en cas de sous-traitance, je fais quoi? J'ai un nouveau sous-traitant qui arrive, je lui réclame son cabis, je lui réclame son attestation de vigilance. Alors, comment il la réclame, son attestation de vigilance? Il va sur le site de l'URSSAF, il fait une demande en ligne, puisque tout le monde a maintenant un site avec des possibilités de faire des demandes au nom de l'entreprise, et il vous fournit cette attestation de vigilance. Le fait d'avoir cette attestation vous préserve de tout. Ça veut dire que si un jour il y a un contrôle, vous montrerez cette attestation que vous aurez réclamée tous les 6 mois. Vous montrez cette attestation en disant, voilà, moi je suis à jour de mes cotisations, l'entreprise avait 4 salariés. Si ensuite il y a un contrôle et que l'URSSAF découvre qu'il y avait du personnel non déclaré, ce n'est pas votre responsabilité. Parce que vous avez réagi, vous avez demandé cette attestation de vigilance, et donc il ne peut rien se passer pour l'entreprise. Donc ça, hyper important. Et alors souvent, je le disais, gardez une attestation et un dossier par sous-traitant. Et ça protège, comme je le dis plusieurs fois, ça protège votre entreprise. Et j'ai indiqué aussi le lien de subordination. Alors, le lien de subordination, c'est lorsque vous employez un auto-entrepreneur, s'il travaille exclusivement pour vous, attention, alors ça on pourrait y revenir une autre fois, si vous employez un auto-entrepreneur exclusivement dans votre entreprise, eh bien, il y a le risque d'être requalifié comme un emploi salarié. Donc, il y a des règles. Bon, je pourrais revenir, s'il y avait des questions, je répondrai. Mais attention à ce lien de subordination lorsque vous employez une personne qui ne travaillerait que chez vous, qui est un auto-entrepreneur. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, il y a plus de 3 millions d'auto-entreprises. Il y en a qui sont en règle, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui déclarent la totalité, il y en a qui ne déclarent pas la totalité. Donc, c'est pour ça que soyez vigilants. Hein, c'était mon maître mot aujourd'hui. Soyez vigilants. Je protège mon entreprise en me sécurisant et en demandant systématiquement tous les documents que je viens d'énumérer. Et à ce moment-là, vous ne risquerez rien, on ne risquera rien, un contrôle, mais ça se passera très bien parce que vous aurez tous ces documents que vous pourrez présenter à l'URSSAF, aux impôts ou à un autre corps de contrôle. Voilà, j'ai fait court. Je pense que court mais précis, donc je pense. J'espère. C'était ma première avec ma nouvelle société. Ta nouvelle casquette, voilà. Oui, c'est une nouvelle casquette. C'est pas évident, c'était plus facile avant, mais voilà. Donc, sachez que l'objectif que j'ai aujourd'hui, en collaboration avec l'Union patronale, eh bien, c'est d'apporter mon service auprès des entreprises pour faire que on n'ait pas de travail dissimulé, mais que l'entreprise soit protégée et préservée, parce que ces petites choses-là, tout le monde ne les maîtrise pas. Donc voilà aujourd'hui mon rôle, et si je suis heureux d'être là ce matin et de présenter en collaboration avec l'UPV, de mettre mes compétences au service de l'entreprise. En tout cas, voilà, je pense que cette conférence aura permis aux participants d'appréhender les démarches à réaliser pour se protéger et prévenir les risques. Donc, vous recevrez le diaporama
qui vous sera envoyé par mail, ainsi que le lien pour voir la webconférence en replay. Donc, on va clôturer la webconférence ce matin. On vous donne rendez-vous pour la prochaine webconférence qui aura lieu le 28 mai prochain sur un tout autre sujet, puisqu'on parlera de recrutement avec l'APEC, et plus exactement comment recruter efficacement. C'est le sujet d'actualité aujourd'hui. Ah, une question, alors on va la prendre avant de couper. Comment se prémunir de cet éventuel lien de subordination avec des auto-entrepreneurs? Oui, c'est important. C'est important parce que parfois, il y a le contrat d'auto-entreprise qui est requalifié en tant que salarié. Je vous expliquerai comment, justement, ne pas encourir ce risque. Quelles sont les entreprises qui n'ont pas le droit? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un auto-entrepreneur, par exemple, dans un restaurant à la cuisine. Ce n'est pas possible. Mais au moins, je vous expliquerai les règles. Ok. Bon, bah écoutez, on va clôturer cette conférence. Et puis, si besoin, Marc reviendra auprès de la personne qui a posé la question. Merci à... Oui, avec plaisir. Et une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.